Le 20 juin 1947, le tristement célèbre gangster Bugsy Siegel a pris l'avion depuis son nouveau casino à Las Vegas pour se rendre dans le manoir de sa maîtresse à Los Angeles. Ce soir-là, il retrouve l'associé de la mafia Alan Smiley. Alan Smiley et Bugsy Siegel sont entrés dans le salon, se sont assis sur le canapé et ont commencé à discuter. Mais tandis qu'ils savourent leur verre, un tueur à gages rôde. Smiley se jette au sol lorsqu'une balle déchire la tête de Bugsy. Les coups de feu atteignent Bugsy Siegel, 2 dans la tête et 2 dans le haut du torse. 5 autres balles manquent leur cible, mais l'une d'elles fait littéralement exploser son œil gauche hors de l'orbite. Bugsy Siegel, le gangster à l'origine de l'éclatante Las Vegas que nous connaissons aujourd'hui, gît désormais dans une mare de son propre sang. Mais la question demeure. Pourquoi la mafia s'est-elle retournée contre l'homme qui lui avait tant rapporté ? Pour comprendre cela, il faut regarder au-delà des faits. Il faut observer les liens, la famille, les histoires personnelles. Et si je vous disais que chacun de nous porte des mystères familiaux tout aussi captivants, des secrets oubliés, des ancêtres aux vies incroyables ? C'est précisément ce que j'ai découvert avec MyHeritage, le sponsor de cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas MyHeritage, c'est un service qui vous permet d'explorer l'histoire de votre famille et de découvrir les récits qui font de vous ce que vous êtes. Pour ma part, j'ai découvert des membres de ma famille dont j'ignorais totalement l'existence. Et le processus est incroyablement simple. En quelques minutes, j'ai pu ajouter des générations entières à mon arbre. J'ai même appris que mon arrière-grand-père avait vécu dans une région d'Algérie appelée Fouka. Mais ce qui m'a vraiment bluffé, c'est qu'avec plus de 33 milliards de documents historiques, j'ai découvert que j'ai un ancêtre qui a vécu à New York dans les années 20, comme on peut le voir dans ce document. Peut-être était lui aussi gangster, ou policier. Une autre découverte, j'ai un ancêtre qui vivait juste à côté de Las Vegas. Peut-être faisait-il partie de ceux qui ont travaillé à la construction des casinos là-bas. Le premier jour, j'ai littéralement passé 9 heures sur le site et j'ai découvert plusieurs ancêtres dans le monde, notamment en Pologne, Canada, Algérie, Australie, Turquie. Bref, c'était vraiment agréable. Par curiosité, j'ai proposé à ma femme de regarder avec moi combien d'enfants avaient eu nos ancêtres, histoire de comparer avec notre propre rythme. Et là, surprise, elle découvre qu'elle aurait des racines spartiates, comme on peut le voir ici. Tout s'éclaire, surtout son petit côté explosif. Mais ce n'est pas tout, non. MyHeritage utilise l'intelligence artificielle pour coloriser vos vieilles photos. Regardez, j'ai testé avec un portrait de mon père, et le résultat est bluffant. Et si vous cherchez un effet encore plus saisissant, cette fonctionnalité peut animer vos clichés. Elle fait bouger le regard de vos ancêtres et donne une impression de réalisme à leur visage. Bref, c'est vraiment passionnant. Donc si ce service vous intéresse, n'hésitez pas à le tester dès maintenant. Grâce à l'offre qu'ils m'ont proposée, vous bénéficiez de 14 jours d'essai gratuit. Alors si ça vous chante, cliquez sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé. Benjamin Hayman Siegel, né le 28 février 1906 à Brooklyn, au sein d'une famille qui incarne le destin de milliers d'immigrés juifs de l'époque. Ses parents, fraîchement arrivés d'Autriche avec leurs espoirs et leurs illusions, se heurtent rapidement à la dure réalité new-yorkaise. Un petit appartement étouffant, partagé avec leurs 5 enfants, dans un quartier où la pauvreté côtoie l'ambition. La géographie même de leur quotidien raconte une histoire. Brooklyn, séparé de Manhattan par l'East River, symbolise cette frontière invisible entre les rêves et les opportunités. De l'autre côté du pont, le Lower East Side bouillonne d'activités licites et illicites, attirant tous ceux qui cherchent un raccourci vers la réussite. Les enfants Siegel grandissent avec cette conscience aiguë, propre aux enfants d'immigrés, la nécessité de dépasser leurs conditions. Chacun développe sa propre stratégie. La plupart misent sur l'école, la persévérance, le travail honnête, le chemin classique vers l'intégration américaine. Mais Benny, lui, choisit une autre voie. Très tôt, il comprend que les vraies opportunités ne se trouvent pas toujours entre les murs d'une salle de classe. La rue devient son école, un théâtre où l'audace, la débrouillardise et le charisme valent bien plus qu'un diplôme.
C'est là qu'il commence à forger sa propre version du rêve américain. Un rêve rapide, risqué, sans retour en arrière. Ainsi, Benny et ses amis, animés par une vision commune, commencent à se livrer à de modestes opérations de protection. Leur méthode, à la fois simple et brutale, consiste à renverser les chariots à roulettes des marchands, puis à revenir tranquillement leur expliquer que s'ils ne voulaient pas que cela se reproduise, ils n'avaient qu'à leur donner $1 chacun. Un peu d'argent, un début de pouvoir, et déjà ces jeunes voyous en voulaient plus. Inspirés par les gangsters plus âgés qu'ils voyaient traîner dans le quartier, ils mirent sur pied leur propre partie de craps, directement dans la rue. Sous les réverbères la nuit, ou à l'ombre d'une ruelle en plein jour, ils comprirent vite que diriger le jeu rapportait bien plus que d'y participer. L'instinct entrepreneurial, appliqué au crime, leur vint donc tout naturellement. Vers la fin de son adolescence, Ben Siegel était déjà un voyou coriace, quoiqu'encore de faible envergure, jusqu'au jour où, au détour d'une rixe de rue, il se retrouva face à un jeune juif frêle mais vif, nommé Meyer Lansky. Tous deux se disputaient un pistolet tombé à terre. Au moment même où un sifflet de policier retentit au loin, Meyer, plus pragmatique, suggéra à Ben qu'il vaudrait mieux s'en aller immédiatement. De cette altercation naquit une amitié improbable, fondée sur l'alliance de l'esprit tactique de Meyer et de la brutalité flamboyante de Ben, dont la réputation violente le distinguait nettement des autres petits malfrats du quartier. Benny, disaient les anciens du Lower East Side, était une armée à lui tout seul. Il ne connaissait pas la peur. Et dans le quartier, on disait de lui qu'il était plus fou qu'une punaise de lit, un bug en anglais. C'est ainsi que Bug devint Bugsy. Mais plus le nom de Siegel montait dans les cercles du crime organisé, moins il tolérait ce surnom. Le dire en face de lui, c'était risquer un passage à tabac, ou pire. Quelques années passent et le milieu interlope de New York ne tarde pas à faire connaissance avec le duo improbable formé par Ben Siegel et Meyer Lansky. Ensemble, ils fondèrent leur propre organisation, le Bug Meyer Gang, un petit groupe spécialisé dans les cambriolages, les braquages et toutes sortes de coups tordus. Ben jouait le rôle du bras armé, impulsif et redouté que Meyer savait canaliser et utiliser avec stratégie. Meyer, lui, apportait son intelligence froide, son sens de l'organisation et une vision à long terme. Le Bug Meyer Gang se diversifia rapidement. Recel de fourrure, de bijoux, de voitures volées, tout ce qui pouvait rapporter était bon à prendre. Puis, un événement national leur offrit un tremplin inespéré, la prohibition. La distribution d'alcool illégal devint alors l'activité criminelle la plus lucrative du pays. Dans ce nouveau marché, un homme tirait les ficelles, Arnold Rothstein, célèbre pour avoir truqué la série mondiale de baseball de 1919. Visionnaire du crime organisé, Rothstein avait le flair pour détecter les talents. Il recruta de jeunes criminels prometteurs pour gérer ses opérations de contrebande. Et parmi les premiers figuraient Bugsy et Meyer. Avec l'intelligence de Meyer, ils trouvèrent une idée pour couvrir leur activité. Ils ouvrirent un modeste garage de location de camions à Manhattan. En façade, une entreprise banale. En réalité, un hub logistique. Les camions entraient et sortaient à toute heure, chargés de caisses d'alcool de contrebande à destination des speakeasies new-yorkais. À 21 ans, Bugsy connaissait déjà le goût du succès, malgré un casier judiciaire long comme le bras. Coups et blessures, trafic de stupéfiants, contrebande d'alcool, détournement de camions, braquage, organisation de jeux illégaux et même meurtre. Mais aucune de ces accusations ne mena jamais à une condamnation, car Bugsy fréquentait désormais les sphères du pouvoir criminel, protégé par des parrains comme Arnold Rothstein, passé maître dans l'art des pots de vin et des passe-droits. Il affichait sans gêne sa liberté et sa nouvelle fortune, une opulence qui faisait rêver les gamins du Lower East Side, mais qu'aucun d'eux ne pouvait atteindre en suivant les règles. Avec son argent, Bugsy s'acheta une image. Il commença par s'offrir un appartement au Waldorf Astoria, le palace le plus prestigieux de New York. Il y déambulait avec assurance au petit déjeuner, chez le coiffeur, dans les couloirs, simplement pour être vu et affirmer qu'il avait changé de monde. Sa nouvelle stature était renforcée par un physique de star de cinéma et un charme magnétique. Chaque femme qui croisait son regard en tombait amoureuse, ou presque, car derrière ses yeux tendres,
Il y avait toujours cette étincelle dangereuse, une tension prête à exploser, et cela, elle le sentait. En 1929, Bugsy choisit parmi ses nombreuses admiratrices une brune juive du nom d'Esther Krakauer. Rapidement, il utilisa ce mariage comme un atout pour renforcer son image de respectabilité. Il fit l'acquisition d'une maison de style Tudor à Scarsdale, paisible bastion de la haute classe moyenne en banlieue new-yorkaise, où lui et Esther pouvaient élever une famille. Il fut l'un des tout premiers juifs à franchir les barrières sociales de Scarsdale, un quartier qui tolérait mal quiconque qui ne soit pas un protestant blanc d'origine anglo-saxonne. Et pourtant, Ben s'y implanta avec assurance. Devenu père de 2 petites filles, il empruntait chaque matin la route de la banlieue vers la ville pour ses activités clandestines. Comme beaucoup de chefs de la pègre, Ben Siegel développa une double personnalité. D'un côté, l'époux dévoué et le père aimant. De l'autre, le caïd impitoyable. Il veillait jalousement à ce que ces 2 mondes ne se frôlent jamais. Les affaires prirent encore de l'ampleur lorsque Bugsy et Meyer unirent habilement leur destin à celui d'un autre jeune gangster prometteur, Charles Lucky Luciano. Le bien mis Charlie Lucky s'était frayé un chemin dans la mafia italienne en se taillant une place dans la drogue et la prostitution. Mais l'ambitieux Luciano se heurtait à un obstacle de taille. Les jeunes gangsters comme Lucky Luciano voyaient leur ascension freinée par une génération plus ancienne. Non pas en termes de pouvoir, mais parce que leur volonté de faire des affaires selon les méthodes rationnelles américaines était constamment contrariée par ces vieux messieurs moustachus. Il devint évident pour Luciano que ces anciens, ces Pete moustachus, devaient disparaître. Au début des années 1930, 2 poids lourds de cette vieille garde, Salvatore Maranzano et Joe the Boss Masseria, se livraient une guerre sanglante pour le contrôle de la mafia new-yorkaise. Trop occupés à s'entretuer, ils négligeaient de bloquer l'essor de Lucky Luciano. En avril 1931, Luciano attira Masseria au restaurant Scarpatos, à Coney Island. Alors qu'il quittait la table sous prétexte d'un besoin pressant, 4 hommes surgirent et tirèrent 4 balles dans la tête de Masseria, l'abattant sur le champ. Avec Joe, the Boss Masseria hors de course, Maranzano lui succéda, mais pas pour longtemps. Luciano n'attendit pas. 5 mois seulement après la mort de Masseria, il donna l'ordre à Bugsy et à ses hommes de s'attaquer au dernier obstacle, Salvatore Maranzano. Le 10 septembre 1931, des tueurs déguisés en agents fédéraux franchirent les portes du bureau de Maranzano et exécutèrent leur mission. Avec la disparition du dernier grand parrain de l'ancienne école, Lucky Luciano prit les rênes de la mafia new-yorkaise et l'organisa comme une véritable entreprise. Il institua la commission, un conseil d'administration composé des principaux chefs de famille, chargé de superviser tous les trafics, de l'alcool clandestin à la prostitution. Pour la première fois, Luciano n'hésita pas à associer des noms italiens, juifs, comme Bugsy et Meyer, voire irlandais. Sa devise était limpide. Tant que ça rapporte, on s'en fiche de ton nom ou de tes origines. Cette nouvelle éthique, calquée sur les principes du capitalisme américain, ne dérogeait qu'à une règle. La loi était un obstacle à contourner, et la violence un moyen légitime de s'imposer. Et dans ce jeu, Bugsy avait un atout de taille. Son aura intimidante, un talent redoutable, surtout quand il s'agissait de conclure de gros contrats ou d'en faire respecter les termes. Grâce à son instinct inné pour la violence, Bugsy gravit les échelons jusqu'à prendre les rênes du véritable département d'assassinat de la mafia. Ce redoutable commando de tueurs à gages que la presse baptisa Murder Incorporated. Ces hommes froids exécutaient impitoyablement les contrats passés par les grands parrains de Manhattan. Lorsqu'une exécution était ordonnée, Ben n'envoyait pas simplement 5 de ses sbires. Il se plaçait lui-même à leur tête, au cœur de l'opération. La violence n'était pas seulement son métier, c'était son exutoire, une jouissance sombre qu'il ne cherchait nulle part ailleurs. Mais ses jours à New York étaient comptés. En 1935, le procureur spécial Thomas Dewey lança une croisade acharnée contre le crime organisé. Sa cible numéro 1, Lucky Luciano, le patron de Bugsy. Et il frappa fort. Luciano fut arrêté et condamné pour extorsion sur fond de prostitution. Une manœuvre habile qui envoyait un signal clair.
Personne n'était intouchable, pas même les parrains. Bugsy lui aussi sentait l'étau se resserrer. Comme son mentor, il s'était trop exposé. Il adorait se faire remarquer, habillé comme une vedette, veste à carreaux pieds de poule, cravate éclatante, sourire conquérant. Mais cette élégance voyante qui séduisait tant les foules trahissait un point faible, le même qui avait précipité la chute de Lucky. Sous les projecteurs, il devint difficile de rester invisible aux yeux de la justice. Une autre raison poussa Bugsy à changer de cap. L'abrogation de la prohibition en 1933 avait brusquement mis fin à la plus grande source de revenus illégaux de la mafia. Les gangsters durent alors chercher de nouveaux terrains fertiles. Et ce qui émergeait au début des années 30, c'était précisément le jeu. Tandis que Meyer, l'ami fidèle, partait à la Havane pour se faire discret et aiguiser ses talents dans le secteur florissant des casinos, Bugsy fit un autre choix. Pour ce gangster élégant au physique de star, le seul endroit où être, c'était Hollywood. Le glamour, le faste, le sentiment d'Hollywood semblait fait sur mesure pour l'artifice et la séduction naturelle de Bugsy Siegel. Avec son visage de séducteur et le poids de la mafia new-yorkaise derrière lui, il fut envoyé sur la côte ouest avec une mission claire: s'imposer sur les rackets locaux. Bugsy ne tarda pas à prendre le contrôle. D'abord des paris clandestins, puis de la prostitution et de la drogue. Il se lança dans une dépense effrénée, soudoyant policiers et politiciens, achetant un domaine hollywoodien en réglant l'addition dans les lieux les plus en vogue de la ville. Il excellait dans l'art de mêler affaires et plaisir à grande échelle. Il était beau, irrésistible pour les femmes, et savait comment gagner la confiance des hommes avec une tape dans le dos. Si quelqu'un avait $100 à miser sur un cheval à Santa Anita, Bugsy les prenait sans effort. Dans l'atmosphère hédoniste d'Hollywood des années 30, un homme comme Ben Siegel trouvait naturellement sa place. En peu de temps, Bugsy se lia d'amitié avec les grandes vedettes hollywoodiennes. Jean Harlow, Clark Gable, Jack Warner, participant à des fêtes somptueuses et fréquentant les lieux les plus en vogue. Ses nouveaux amis l'initièrent au monde du cinéma dont il tomba amoureux. La rumeur court même qu'il passa un essai caméra. Mais ce qui attirait Bugsy dans l'industrie du cinéma allait bien au-delà de la vanité. Il y voyait surtout des signes de dollars. Bugsy était désormais dans son élément. De Sunset Strip aux avenues immaculées de Beverly Hills, il évoluait dans un monde de palmiers bien taillés, de villas éclatantes et de clubs privés discrets. Loin, très loin des trottoirs crasseux et des relents de poissons pourris du Lower East Side new-yorkais. Plus de 4800 km et autant d'années-lumière le séparaient de son enfance misérable. Sa femme et ses 2 filles, installées dans une villa luxueuse à Hollywood, semblaient appartenir à une autre vie. Il prenait soin d'elles, certes, mais à distance. Sa véritable attention était absorbée par les mondanités, les fêtes, les plaisirs immédiats d'un quotidien bouillonnant peuplé de stars, d'alcool, de fumée et de jeux. Parmi les nombreuses starlettes et mondaines tombées sous son charme, une femme se distingua, la comtesse Dorothy de Frasso. Américaine d'origine modeste, elle s'était élevée socialement en épousant un vieux comte italien et s'était fait une place dans la haute société européenne. Avec Ben, elle forma un duo improbable mais inséparable, la grande dame et le voyou chic. Ensemble, ils vécurent des aventures dignes d'un scénario hollywoodien. Lors d'un séjour à Rome, Dorothy invita Bugsy dans la villa familiale, un domaine somptueux rempli d'histoire. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était la visite simultanée de 2 figures majeures du régime nazi, Joseph Goebbels et Hermann Göring, venus en grande pompe rencontrer Mussolini. Et par pure coïncidence, ils logeaient eux aussi dans la demeure du comte. Ben, en apprenant que 2 des architectes du nazisme et de son antisémitisme ouvertement proclamé dormaient sous le même toit que lui, entra dans une rage incontrôlable. Selon ses propres mots, il voulait les descendre tout de suite, sortir son arme et en finir avec eux, là, sur le champ. Il fallut toute la diplomatie et le sang-froid de Dorothy pour le calmer. Elle lui fit comprendre que liquider 2 hauts dignitaires allemands en territoire étranger, dans une villa aristocratique italienne, pourrait déclencher un scandale diplomatique aux conséquences incalculables. Sans parler de l'impact sur son mari, bien trop lié à ce monde pour qu'un bain de sang y passe inaperçu. Bugsy rongea son frein. Il se retint, mais cet épisode peu connu révélait l'homme derrière le costume. Impulsif, imprévisible, guidé par une rage viscérale,
même dans les salons dorés de l'aristocratie européenne. En novembre 1939, alors que Bugsy faisait un passage à New York, la croisade de plus en plus intense du procureur Thomas Dewey contre le crime organisé semait la panique dans les rangs de la pègre. De nombreux membres confrontés à la perspective de lourdes peines de prison se mettaient à parler. Et parmi eux, un nom fit surface. Harry Big Greeny Greenberg, un ancien camarade de Murder Incorporated. Greenberg, acculé, avait fui à Los Angeles, espérant que la distance jouerait en sa faveur. Mais il ignorait que c'était précisément dans cette ville que Bugsy régnait désormais en maître. Le contrat fut validé par les instances supérieures du milieu, et Bugsy fut chargé de le superviser. Il aurait pu, comme tant d'autres chefs de la pègre, déléguer l'exécution à des tueurs plus jeunes. Après tout, la machine de Murder Incorporated tournait à plein régime, et les hommes ne manquaient pas. Mais ce n'était pas le style de Bugsy. Là, c'était personnel. Ben prit le premier avion pour la Californie. Il traqua Greenberg, retrouva sa trace, puis planifia soigneusement l'attaque. Et lorsqu'il estima le moment venu, il appuya lui-même sur la détente. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais cette fois, la chance n'était plus avec Ben. Des informations confidentielles, peut-être une délation, peut-être une fuite interne, parvinrent à la police, et le nom de Siegel ressortit clairement dans le rapport. Les autorités californiennes, averties par Dewey, passèrent à l'action. Et contrairement aux épisodes précédents, Ben ne pouvait plus simplement glisser quelques liasses aux bonnes personnes pour s'en tirer. Et pour la première fois, Ben Siegel fut officiellement inculpé pour meurtre. Lorsque Ben Siegel fut officiellement inculpé à Los Angeles pour le meurtre de Harry Big Greeny Greenberg, il réagit d'une manière qui laissa tout le monde stupéfait. Furieux, il exigea que le procureur lui rembourse les $30 000 qu'il avait généreusement versés à sa campagne électorale. Et le plus étonnant, c'est que le procureur s'exécuta. Officiellement, Siegel attendait son procès derrière les barreaux. Officieusement, il vivait comme un prince. Il était si bien traité que des rumeurs commencèrent à courir dans la ville. Certains disaient l'avoir vu se faire couper les cheveux chez son coiffeur habituel. D'autres prétendaient l'avoir croisé à la terrasse d'un restaurant chic accompagné d'une maîtresse. En réalité, Ben sortait régulièrement. Il déjeunait, s'affichait, avant de regagner sa cellule le soir, comme si de rien n'était. Depuis ses débuts à New York, Ben Siegel avait toujours échappé à la justice. Et cette fois encore, il comptait bien ne pas faire exception. Mais pendant qu'il savourait son confort carcéral, les procureurs de Los Angeles, épaulés par leurs homologues new-yorkais, préparaient leur riposte. Ils construisirent patiemment leur dossier et mirent sous protection 3 témoins clés, désignés uniquement par les lettres X, Y et Z. Le témoin Y n'était autre que Whitey Krakauer, le propre beau-frère de Bugsy et complice présumé dans l'assassinat de Big Greeny. Bugsy, flairant sa trahison ou simplement guidé par la paranoïa, le fit éliminer. Il ne restait plus que 2 témoins, X et Z, tous deux sous protection rapprochée quelque part à New York. Et puis le témoin X chuta mystérieusement d'une fenêtre d'hôtel. Accident, suicide, avertissement, personne n'en sut jamais rien. Mais le message était clair, personne n'était intouchable. Avec un seul témoin encore en vie, le parquet comprit qu'il avait perdu. Sans preuve solide, le dossier fut abandonné. Bugsy Siegel venait une fois encore de passer entre les mailles du filet. Mais alors qu'il célébrait sa nouvelle victoire contre la loi, le destin frappa à sa porte sous les traits d'une femme. Une ancienne connaissance de New York. Belle, ambitieuse, audacieuse. Son nom ? Virginia Hill. Virginia Hill avait commencé sa carrière dans le crime organisé alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente, issue d'un coin perdu de Géorgie. En 1933, elle quitta les champs poussiéreux du Sud pour monter à Chicago, attirée par les lumières de l'exposition universelle et par la promesse d'un avenir taillé à sa mesure. Elle adorait les grands chapeaux, les talons hauts et savait exactement comment faire tourner les têtes. D'abord danseuse, puis serveuse dans un restaurant fréquenté par la mafia, elle fut rapidement repérée par l'un des hommes d'Al Capone. Et, comme une évidence, elle fut intégrée au réseau. On lui apprit à blanchir de l'argent, à parier sur les courses, à faire passer de la drogue discrètement d'un point A à un point B,
En échange, elle reçut tout ce qu'une femme pouvait désirer. Bijoux, fourrures, enveloppes de cash et promesses de sécurité. Mais Virginia n'était pas du genre à rester dans l'ombre d'un homme, même dans l'ombre de Capone. Au milieu des années 1930, elle fut envoyée à New York pour surveiller les affaires de Chicago sur la côte Est. Là, elle rencontra Joe Adonis, le roi des jeux clandestins. Elle reconnut immédiatement en lui un homme d'envergure et le séduisit. Ils devinrent amants. Mais le destin plaça sur sa route un autre prétendant, plus fou, plus charismatique, Bugsy Siegel. Bugsy et Adonis se méprisaient cordialement. Ils étaient rivaux en affaires comme en femmes. Et quand Bugsy croisa Virginia, il n'eut qu'une idée, voler la maîtresse de Joe. Une nuit suffit, une seule. L'attirance était électrique, mais les circonstances étaient mal alignées. Bugsy poursuivit son ascension à LA, et Virginia retourna à ses affaires, jusqu'à ce que la côte ouest les réunisse à nouveau. À la fin des années 1930, alors que Siegel imposait sa loi à Los Angeles, Virginia débarqua à Hollywood, envoyée par Chicago pour recruter des joueurs et faire fructifier les paris. Et, comme toujours, elle le fit avec éclat. Elle n'eut aucun mal à se fondre dans le décor. 2 résidences de rêve dont Falcon's Lair, l'ancienne villa de Rudolph Valentino, et une élégante villa au 810 North Linden Drive, en plein cœur de Beverly Hills. Elle organisait des soirées somptueuses, circulait dans les mêmes cercles que les stars et que Bugsy. Leur rencontre n'était qu'une question de temps. Et cette fois, le timing était parfait. Les gens qui connaissaient Virginia et Ben pensaient qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Pas parce qu'ils se complétaient, mais parce qu'ils étaient pareils. 2 tempêtes, 2 incendies, 2 égos indomptables. On dit que les contraires s'attirent. Pas eux. Eux, c'étaient 2 flammes jumelles. Virginia Hill avait un caractère imprévisible, volcanique. Elle pouvait vous embrasser une minute et vous jeter un verre au visage la suivante. Ben Siegel, pareil. Et il adorait ça. Chaque explosion de Virginia était comme une déclaration d'amour en version dynamite. Ils étaient magnifiques, arrogants, insolents, et ils s'en fichaient royalement de ce que le monde pensait. Mais en 1941, les choses changèrent. Bugsy sentait la pression monter à LA. Même s'il avait réussi à esquiver l'affaire du meurtre de Big Greeny Greenberg, la presse ne le lâchait plus. Et quand on fait des affaires dans l'ombre, la lumière médiatique devient toxique. Alors avec son fidèle acolyte Mo Sedway, Bugsy regarda vers l'est, vers le désert. À 300 miles de là, une ville à moitié morte offrait une opportunité unique. Las Vegas, un coin perdu du Nevada où depuis 1931, les jeux d'argent étaient légaux. À l'époque, Vegas n'était qu'un point d'arrêt poussiéreux entre Los Angeles et Salt Lake City. Quelques bars miteux, 2 ou 3 motels, une poignée de casinos en tôle ondulée et un potentiel gigantesque. Bugsy le vit tout de suite. Ce désert à ses yeux n'était pas un trou perdu. C'était une toile vierge. Il n'y voyait pas ce qui existait déjà, mais ce qui pouvait exister. Un empire du jeu, une ville du vice, un nouveau Hollywood version plus débauchée, plus dorée, plus dangereuse. Et Ben Siegel voulait en être le prophète. Ben, Mo Sedway et la femme de ce dernier furent les premiers à se rendre à Las Vegas. Lorsqu'ils atteignirent enfin cette bande poussiéreuse perdue au milieu de nulle part, la femme de Mo jeta un regard incrédule autour d'elle et se demanda ce qu'ils pouvaient bien vouloir faire dans un endroit pareil. C'était une bonne question, parce qu'à l'époque, personne ne pariait sur Las Vegas. La légende veut que Bugsy ait eu une vision. Des palmiers, des néons, des cocktails servis au bord d'une piscine, des jetons qui teintent sous les lustres, et un public venu du monde entier pour jouer, boire et oublier le reste. Un oasis en plein désert. Mais la vérité est plus terre à terre. Comme souvent, Bugsy allait s'approprier le rêve d'un autre. Il n'était pas l'architecte de ce fantasme. Il était son voleur, son promoteur et peut-être son fossoyeur. Quand il mit les pieds à Vegas au début des années 40, la ville n'avait rien d'un Eldorado. C'était un coin paumé avec quelques hôtels miteux, 2 ou 3 casinos minables et une chaleur à faire fondre un revolver. Le jeu y était bien légal depuis 10 ans, mais personne ne pensait à Las Vegas comme à une destination glamour. C'était un repère de joueurs compulsifs,
de cow-boys fatigués et de voyageurs de passage, rien de plus. Et pourtant, la situation géographique avait tout pour plaire. À seulement 480 km de Los Angeles, Las Vegas était bien plus proche que la Havane ou Monte-Carlo. Et contrairement à la Floride ou Cuba, ici, aucun flic ne pouvait venir vous embêter pour organiser une table de blackjack. Les premiers casinos, malgré leur aspect rudimentaire, étaient déjà connectés à des systèmes de paris sur les courses de chevaux, avec des lignes téléphoniques clandestines qui reliaient les bookmakers du pays. Bugsy et Mo en prirent rapidement le contrôle, consolidant ainsi leur pouvoir sur les paris hippiques à Vegas. Mais Ben voulait plus, beaucoup plus. Il tenta d'acheter l'El Rancho Vegas, l'un des rares hôtels un peu mieux tenus que les autres. Mais le propriétaire, prudent, avait entendu parler de Siegel. Il refusa net. Bugsy se rabattit sur l'El Cortez, un petit casino du centre-ville. Il monta un consortium, injecta de l'argent, fit quelques ajustements, puis revendit 6 mois plus tard avec un bon bénéfice. Mais ce n'était pas assez. Un jour, alors qu'il regardait l'horizon flou à cause de la chaleur du désert, il vit les premiers murs d'un projet en construction à 11 km au sud de Vegas, sur une route qui deviendrait un jour le Las Vegas Strip. Ce projet, c'était le Flamingo Hotel et Casino. Mais ce n'était pas son idée. Le projet appartenait à un homme d'affaires de Los Angeles, Billy Wilkerson. Wilkerson était restaurateur, patron du Hollywood Reporter et propriétaire de plusieurs clubs prisés des célébrités. Il rêvait d'un complexe de luxe à la croisée d'un palace européen et d'un casino américain. Mais Wilkerson avait un vice tenace. Le jeu. Il pariait avec la même régularité qu'il respirait, jamais pour moins de $500 par jour, et il lui arrivait de perdre jusqu'à $50 000 en une seule soirée. Un jour, un ami lui lança une phrase restée célèbre, qui allait marquer un tournant. S'il devait perdre autant d'argent, autant que ce soit dans son propre casino. C'est cette remarque qui planta la graine du Flamingo dans l'esprit de Wilkerson. Un hôtel de rêve, un casino luxueux, un projet pour les riches, construit en plein désert. Mais en janvier 1945, les vieux démons de Wilkerson refirent surface. Il perdit les fonds nécessaires à l'achèvement du Flamingo, et le chantier fut suspendu. C'est là que Bugsy vit l'opportunité de sa vie. Avec l'appui de ses partenaires mafieux, notamment Lucky Luciano et Meyer Lansky, il proposa d'investir dans le projet. Un mois plus tard, 3 hommes arrivèrent sur le site. Mo Sedway, Gus Greenbaum et Bugsy Siegel. Du jour au lendemain, Ben Siegel, qui n'avait aucune expérience dans la construction ni dans la gestion d'un hôtel-casino, se retrouva à la tête du Flamingo. Et très vite, il se mit à affirmer que le projet avait toujours été le sien. Bugsy s'investit corps et âme dans le projet. Il promit à ses investisseurs une ouverture le lendemain de Noël 1946, un délai irréaliste de moins d'1 an. Il exigeait ce qu'il y avait de plus luxueux, jusque dans les moindres détails. Même les matériaux de base coûtaient une fortune, d'autant plus que l'Amérique sortait tout juste de la Seconde Guerre mondiale, en pleine période de pénurie. Mais Bugsy refusait tout retard. Il payait le prix fort, coûte que coûte. Les dépenses s'envolaient, et comme si cela ne suffisait pas, il se fit arnaquer à plusieurs reprises, payant parfois 2 ou 3 fois le prix pour les mêmes fournitures. Il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait, et sa nature têtue de chef mafieux ne faisait qu'aggraver les choses. Bugsy brûlait de l'argent à une vitesse folle, et ses investisseurs commençaient à craindre pour leur mise. En quelques mois, le budget initial d'$1 million grimpa à plus de 4 millions. Dans l'urgence, Bugsy se tourna vers son vieil ami Meyer Lansky, espérant convaincre la pègre d'injecter de nouveaux fonds. Mais la réponse fut non. Dans leur monde, ce genre de dépassement était inacceptable, et leur patience s'amenuisait rapidement. Bugsy sombra dans la paranoïa. Ses problèmes professionnels se mêlèrent à ses problèmes personnels. À l'été 1946, sa femme, Esther, épuisée par la négligence de Ben et humiliée par sa liaison affichée avec Virginia, partit à Reno, dans le Nevada, pour demander le divorce. Elle obtint $600 de pension alimentaire mensuelle et la garde de leurs 2 enfants. Mais cette séparation, après 17 ans de mariage, n'apporta aucune paix à la relation tumultueuse entre Bugsy et Virginia. Pendant ce temps, Bugsy courait contre la montre pour achever le Flamingo avant la date d'ouverture. Mais à l'approche du grand jour, seul le casino, le restaurant et la salle de spectacle étaient à peu près prêts. Les chambres de l'hôtel, elles, n'étaient même pas terminées. Les autres mafieux l'avaient prévenu. Mieux valait reporter l'ouverture officielle tant que le complexe n'était pas complet. Mais Bugsy n'écoutait personne. Le 26 décembre 1946, jour de l'inauguration,
des pluies torrentielles s'abattent sur Las Vegas. La grande soirée tourne au fiasco. Xavier Cugat et Jimmy Durante se produisent bien comme prévu, mais la majorité des stars invitées restent bloquées à Los Angeles. Les avions ne peuvent pas décoller. La salle est pleine, mais de curieux locaux. Pas de célébrités hollywoodiennes comme Bugsy l'avait espéré. Mais le pire, c'est qu'il n'y avait pas de chambre terminée pour loger les joueurs. Les clients gagnaient ou perdaient gros, puis allaient dormir ailleurs, à l'El Rancho ou aux frontières. Le Flamingo ne pouvait pas les retenir. Dans les semaines suivantes, l'établissement survit tant bien que mal, mais continue de perdre de l'argent à un rythme inquiétant. Alors, le 1er février, Bugsy ferme l'hôtel pour 1 mois, le temps d'achever les travaux. Il le rouvre en mars 1947. Dès lors, il devient un maniaque du détail, une sorte de poule couveuse veillant sur chaque recoin du Flamingo. Peu à peu, le Flamingo commençait à sortir du rouge, mais pas assez vite pour la mafia. Lucky Luciano et Meyer Lansky exigeaient des comptes sur l'argent investi. Le budget du Flamingo avait explosé. Et au printemps 1947, la rumeur enfla. Virginia ou Bugsy, ou les deux, détournaient peut-être l'argent de la pègre. Luciano perdait patience, et une chose devenait claire. Bugsy Siegel était désormais un poids mort pour les affaires. Quelques mois ont passé, et les investisseurs en avaient assez. Pour eux, cela ne faisait plus aucun doute. Bugsy devait être écarté. Mais sa personnalité explosive rendait toute confrontation directe dangereuse. Il était impensable de simplement entrer dans son bureau pour lui annoncer qu'il était remplacé, qu'il restait actionnaire, certes, mais qu'il devait se retirer du projet. Il savait que Bugsy n'accepterait jamais. La seule façon de lui faire comprendre qu'il était fini, c'était de le faire disparaître. Même Meyer Lansky, pourtant l'un des principaux investisseurs du Flamingo et ami d'enfance de Bugsy, ne put rien faire. Il avait tenté à plusieurs reprises de raisonner Ben, mais celui-ci avait ignoré tous ses avertissements. Lansky, à contre-cœur, dut se résoudre à l'inévitable. Il se retira et laissa les autres s'en charger. La tension montait partout, même dans sa relation avec Virginia. Le 19 juin 1947, une énième dispute éclata, mais cette fois plus violente, plus sombre que jamais. Un point de non-retour. Même leur passion ne parvint plus à recoller les morceaux. Le lendemain, Virginia s'envola pour Paris. Selon plusieurs témoignages, la mafia lui aurait ordonné de s'éloigner de Siegel. Et Virginia, qui connaissait mieux que quiconque les règles non écrites de ce monde, comprit immédiatement ce que cela voulait dire. Elle savait comment la famille réglait ses comptes. Alors, elle prit la fuite. Après le départ précipité de Virginia, Bugsy retourna à Los Angeles pour régler quelques affaires. Le 20 juin 1947 commença comme une journée prometteuse. Dès le matin, il se rendit chez Druckers à Beverly Hills pour un rasage et une coupe de cheveux. Malgré la pression qui pesait sur lui, il restait confiant. Pour une fois, tout semblait bien se dérouler. En début de soirée, il croisa Alan Smiley, un compagnon de jeu de poker, et sur un coup de tête, il l'invita à dîner. Le petit groupe réunit Chick, le frère de Virginia, ainsi que Jerry, la petite amie de ce dernier. Ils se retrouvèrent tous au steakhouse préféré de Bugsy, où l'atmosphère chaleureuse et le cuir des banquettes faisaient écho à leurs rires et à leurs discussions animées. Plus tard, ils regagnèrent la villa de Virginia à Beverly Hills. Chick et Jerry, fatigués, montèrent se coucher. Bugsy et Smiley, eux, s'installèrent dans le salon. Bugsy feuilletait le Los Angeles Times, les épaules détendues, tandis que l'horloge affichait 22h30. C'est alors qu'un homme s'approcha, rampant à travers les buissons qui longeaient la fenêtre du salon. Le reflet de l'arme scintilla un instant sous le réverbère extérieur. Puis vint la détonation. 9 balles déchirèrent la nuit. La première traversa l'orbite de l'œil droit de Bugsy. L'œil fut projeté de l'autre côté de la pièce. La deuxième balle brisa sa nuque, fracassa son nez et détruisit son autre œil. Les 7 suivantes se fichaient dans les murs, le mobilier, comme pour balayer toute trace de vie. En quelques secondes, Bugsy Siegel n'était plus de ce monde. Un meurtre d'une brutalité inimaginable. Mais, étrangement,
Une mort immédiate. Il n'a jamais su ce qui l'avait frappé. La nouvelle du meurtre de Bugsy Siegel se répandit comme une traînée de poudre dans le désert, jusqu'au néon du Flamingo Hotel à Las Vegas. C'était un coup de force typiquement mafieux. Un message sans équivoque. Le règne de Ben était définitivement terminé. Pendant ce temps, Virginia Hill se cachait quelque part en Europe. Disparue des radars, elle restait introuvable. Avait-elle été avertie? Était-elle complice? Nul ne sut vraiment. Même dans la mort, Benjamin Bugsy Siegel conserva un certain panache. On l'enterra dans un cercueil argenté coûtant $5,000. Malgré sa notoriété, seules 5 personnes assistèrent à ses obsèques. Esther, son ex-femme, ses 2 filles adolescentes Barbara et Millicent, son frère Maurice, médecin respecté à Hollywood, et sa sœur préférée, Bessie Soloway. Dans les années qui suivirent, Virginia Hill tenta de se faire oublier. Elle épousa un moniteur de ski autrichien, s'installa dans l'État de Washington et eut un fils. Mais son passé, jamais très loin, la rattrapa à nouveau. En 1951, on la convoqua devant le Congrès américain pour témoigner sur la mafia et sur la mort de Bugsy. Do you ever get any money from any other person whom we might call a gangster other than Siegel? No. Did you ever get any money from Costello? No. And did you ever get any money from Meyer Lansky? I never got money from any of those fellas. None of those None fellas? of those fellas. None of these that I've been reading about, and none that I knew, they never gave me anything. None of the Fichettes? No. You I think- don't even speak to them. I mean, I met that Charlie once or twice. I don't even talk to him. You don't like him? No. Puis, en 1954, elle se retrouva de nouveau dans le collimateur de la justice pour évasion fiscale. Elle prit alors la fuite, cette fois définitivement, et regagna l'Europe. Le 24 mars 1966, son corps fut finalement retrouvé dans sa maison à Kopal, près de Salzbourg en Autriche. La version officielle conclut à un suicide par overdose de somnifères. Pourtant, beaucoup n'y crurent pas. Dans certains milieux, on murmurait que la pègre, redoutant qu'elle sache trop de choses, avait fini par faire taire la baby de Bugsy pour de bon. Alors que l'enquête officielle piétine et que les principaux suspects s'enlisent dans le silence, une question obsède encore tous ceux qui s'intéressent à l'ascension et à la chute de Bugsy Siegel. Qui a réellement appuyé sur la gâchette ce soir-là dans la villa de Beverly Hills? Dans ce dernier chapitre, nous allons explorer plusieurs pistes, chacune aussi plausible que controversée, qui cherchent à percer le mystère de l'assassinat. Le chef de la police de Beverly Hills, Clinton Anderson, a déclaré: Nous avons consacré de nombreuses heures d'enquête à l'affaire Siegel et nous étions convaincus qu'il avait été tué par ses propres associés. Mais il n'y avait jamais eu suffisamment de preuves pour identifier l'assassin. Sur ce, il est temps de commencer à examiner les théories concernant l'identité du meurtrier de Siegel. Notre première théorie se focalise sur Eddie Canizzaro, surnommé le Catman. Il est décédé en 1987 d'une insuffisance cardiaque, mais juste avant de rendre son dernier souffle, il a convoqué un journaliste et des agents fédéraux à son chevet. Là, il a avoué 7 meurtres, dont celui de Bugsy Siegel. C'était un coup propre. J'ai été choisi parce que je connaissais Siegel et que je ne ferais pas d'erreur. Pourtant, cette confession soulève aussitôt des doutes. Canizzaro affirmait avoir été interrogé à l'époque du meurtre, mais aucun document officiel n'atteste de cet entretien dans le dossier Bugsy. Il prétendait aussi qu'après avoir tiré sur Siegel, il s'était enfui vers Wilshire Boulevard. Or, un voisin interrogé peu après la fusillade a déclaré avoir entendu une voiture filer, dans la direction opposée, vers Sunset Boulevard. Au moment de sa mort, Canizzaro vivait avec sa mère dans le quartier d'Agora Hills, à l'ouest du comté de Los Angeles, entouré d'une trentaine de chats. Il espérait mettre au point un sérum de contrôle des naissances pour félins et avait même sollicité quelques anciens complices de Las Vegas pour financer ce projet extravagant.
La deuxième théorie met en cause un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, Robert McDonald. Elle nous vient de Warren Hull, assistant exécutif au Nevada, dont le père lui avait fait promettre sur son lit de mort de révéler au grand jour un secret de famille. Le rôle de McDonald dans l'assassinat de Siegel. Robert McDonald était marié à Betty Ann, la cousine maternelle de Hull. Sa mère, Gaynell Rockwell, travaillait à l'hôtel de ville de Los Angeles, où elle fit la connaissance de Jack Dragna, celui qu'on qualifiait alors d'Al Capone de Californie. Gaynell aurait confié à Dragna que son gendre posait de sérieux problèmes. McDonald, violent par instant, accumulait une dette de $30 000 envers la mafia. Dragna, persuadé par ses confidences, serait allé voir McDonald pour lui proposer un marché. Effacer sa dette s'il éliminait Ben Siegel. Selon Warren Hull, l'expérience militaire de McDonald en avait fait un redoutable tireur d'élite, capable de manier une carabine de calibre 30, exactement l'arme supposée du meurtre. Le voisinage, toutefois, a laissé entendre qu'une voiture avait démarré à toute allure dans la direction opposée à Wilshire Boulevard, ce qui pourrait indiquer que l'assassin n'a pas fui à pied. Hull, en revanche, insiste sur le fait que McDonald habitait juste de l'autre côté d'un terrain de golf, à moins d'1 kilomètre à pied de la villa de Virginia Hill. Il aurait pu, selon lui, rejoindre son domicile en toute discrétion sous la nuit de Las Vegas. Hull avance l'hypothèse, non confirmée, selon laquelle Howard Hughes, qui travaillait étroitement avec le père de McDonald, aurait exercé une pression discrète pour faire cesser toute enquête sur ce vétéran. Enfin, la théorie prend une tournure tragique. McDonald et sa femme se seraient suicidés en 1987 à l'aide du même modèle d'arme qu'on estime avoir servi contre Bugsy Siegel. Cette ultime coïncidence, selon Hull, renforce l'idée que Robert McDonald tenait secrètement la vérité jusqu'à la fin. Une autre piste accuse la mafia de Chicago, avec l'appui de la maîtresse de Siegel, Virginia Hill. Reconnaissable comme une messagère fiable du crime organisé, Virginia servait d'informatrice auprès des réseaux de Chicago. Le jour de l'assassinat, Virginia se trouvait à Paris, un détail troublant. Elle connaissait les habitudes nocturnes de Siegel dans sa villa, notamment le rituel qui consistait à lire le journal dans le salon. Elle aurait pu transmettre cette information à l'exécuteur, facilitant ainsi le guet-apens. Ainsi, au moment précis où les balles fauchèrent Siegel, elle était déjà à des milliers de kilomètres de Las Vegas, impassible. À l'image de tout meurtre organisé, les spéculations abondent sans qu'aucune ne puisse être vérifiée. Plusieurs autres théories circulent, souvent sans preuve tangible. Aujourd'hui encore, personne n'a jamais été officiellement inculpé pour l'assassinat de Benjamin Siegel. Et si à Las Vegas, l'adage veut que ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, il subsiste pour Bugsy, l'un des architectes du Vegas moderne, un mystère jamais élucidé. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Qu'en avez-vous pensé? Dites-le moi en commentaire, j'ai toujours plaisir à vous lire et échanger avec vous. Si ce contenu vous a plu, un petit like, un partage ou un mot en bas de la vidéo, ça fait toute la différence pour moi et ça aide vraiment la chaîne à grandir. Je remercie MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas mon offre MyHeritage et les 14 jours gratuits dont vous disposez pour profiter de leur service. Vous trouverez le lien en description ou dans le commentaire épinglé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.